Il est entré dans nos vies le 23 janvier 2020. Ce jour-là, le CHU de Bordeaux hospitalise le premier malade du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Ce quadragénaire girondin, de retour de Chine, sortira guéri un mois plus tard. Depuis, le Covid-19 est une pandémie avec des dizaines de milliers de morts dans le monde et nous sommes toujours confinés. Alors comment la Nouvelle-Aquitaine peut-elle se relever de cette crise et comment réussir notre sortie du confinement? Réponse dans cette enquête de région. Ce nouveau numéro d'enquête de région est en mode confinement. Mes invités et moi-même sommes donc à domicile. Nos reportages vous emmèneront au cœur du service de réanimation de l'hôpital de Guéret. Et même si la Nouvelle-Aquitaine est relativement épargnée par le virus, les soignants sont sous tension. Comment notre région va-t-elle encaisser le choc de la crise économique de l'après-confinement? Tourisme, agriculture, grandes et petites entreprises, des piliers de notre économie régionale vacillent. Cette crise sanitaire, c'est aussi la solidarité, la générosité et l'inventivité des néo-aquitains. Nous revivrons ces moments de partage et nous nous interrogerons sur le monde d'après. Sera-t-il si différent? Avant de parler avec mon premier invité des conditions sanitaires de notre sortie du confinement, premier reportage à l'unité de réanimation de l'hôpital de Guéret. Voici le quotidien d'un service où le Covid-19 est omniprésent et où il fait peur. Un service qui a dû se réorganiser dans l'urgence et ouvrir de nouveaux lits. Calmez-vous, calmez-vous. Hein? Parler, rassurer des patients désorientés, prendre soin de malades parfois inconscients. Le service de réanimation soigne les défaillances d'organes multiples, une spécialité à la fois humaine et très technique, avec des machines complexes et de nombreux médicaments. C'est un univers à part, propulsé en première ligne face au Covid-19. Aujourd'hui, chaque geste demande d'immenses précautions, même une simple toilette, de la bouche ou du nez. On se protège doublement. C'est ce qui est beaucoup plus compliqué pour nous. Bon là, il dort, mais s'il se réveille, il va tousser. Et s'il tousse, il projette. Donc il faut qu'on se protège au maximum. À l'hôpital de Guéret, les 12 box de réanimation sont consacrés au Covid-19. 4 nouveaux box ont été créés un étage plus haut pour prendre en charge les autres pathologies. En haut à gauche, aspi trachéal, ou tu le fais, ouais, fais-le comme ça. Par contre, il faudra penser à le remettre à 35 après. Les soignants doivent composer avec un manque de masques, de charlotte, de surblouses et même de certains médicaments. Ils ne gaspillent rien, n'utilisent que l'indispensable. Les membres habituels du service enseignent les gestes et les réflexes de la réanimation à de nouveaux arrivants venus prêter main forte, étudiants, retraités ou collègues issus d'autres services. Pourquoi vous rentrez pas dans la chambre? Parce que déjà, on limite un maximum d'agents dans les chambres en contact avec les patients Covid. Et puis, par défaut de matériel, on évite de gaspiller inutilement. Donc là, en fonction de ce qu'elle fait, je regarde et je suis là pour l'aiguiller, pour éviter qu'elle se mette en difficulté parce qu'elle vient déjà nous aider. C'est déjà 2 bras de plus qui ne sont pas négligeables. Tous les matins, les médecins du service se réunissent pour faire le point sur l'activité. Ils sont épaulés par des internes venus du CHU de Limoges. Ensemble, ils étudient les dossiers de chaque patient, regardent les analyses, les scanners. Cette nuit, un nouveau malade est arrivé dans le service réservé au Covid-19. Donc il arrive en pleine nuit aux urgences, 39 de fièvre, 73 de salt, on est ambiant. Il a toussé avec de la fièvre? Oui. Et est-ce qu'il y a une notion de comptage? Est-ce qu'il a voyagé Il ne m'a pas dit. Je l'ai pris comme un Covid, on l'a mis sous oxygène, on l'a mis sous antipyrétique et j'attendais qu'on discute ce matin de quelle stratégie on opte pour ce monsieur. La réanimation, bonjour. Retour dans le cœur du service où l'on peut garder un œil sur toutes les salles. Le patient qui vient d'arriver est encore conscient, mais les médecins savent que son état peut se dégrader très rapidement. Cela s'est déjà produit. La décision est claire, il va falloir l'endormir pour lui permettre de respirer grâce à une sonde plongée dans sa gorge et reliée à une machine. C'est une suppléance d'organes, c'est-à-dire que tant que son organisme n'est plus capable d'assurer lui-même cette fonction respiratoire, on l'aide de manière artificielle avec une machine, en attendant que son organisme reprenne le dessus. Il faut maintenant faire aux patients cette annonce forcément difficile et angoissante. Tout laisse à penser que c'est le coronavirus qui vous met dans cet état-là. Quand on en arrive à ce stade, pour que votre organisme puisse
lutter correctement, il va falloir qu'on vous place sous coma artificiel pour vous aider à respirer avec une machine. Le geste est préparé avec minutie. Il se fera sous haute sécurité, avec dans la salle un nombre d'intervenants limité. Quand on commence ce genre de geste, on est très près de la gorge du patient et le geste en lui-même peut, de par la ventilation, aérosoliser des gouttelettes et les mettre en suspension dans l'environnement autour. Dernière vérification avec des checklists créées pour l'occasion et affichées au mur. Ces protocoles rallongent la procédure, mais surtout, ils la sécurisent. Les équipes bénéficient des retours d'expérience de régions plus touchées, comme le Grand Est. La sonde en 16, la poche, la string de gavage à épa et le fixe-son de nez. Voilà. C'est bon? Ça c'est bon? C'est prêt. Ensuite, les sédations Hypnosuf, Nimbex. C'est parti. L'intubation commence, il faut aller vite. L'action est réalisée sous les regards concentrés des soignants encore en formation. Le geste est plus compliqué que prévu. Le médecin demande le soutien d'un collègue pour le guider. Puis il atteint l'objectif. Ça y est, c'est bon. Le corps du patient reçoit enfin l'aide du respirateur artificiel. Les patients ont déjà une dette en oxygène et donc du coup, ils n'ont pas beaucoup d'oxygène dans le sang. Et effectivement, la procédure a été compliquée de par la conformité du patient et il a fallu l'intervention d'une troisième personne pour pouvoir faire le geste dans de bonnes conditions. Un lit de plus qui sera occupé pendant encore plusieurs jours ou plusieurs semaines avec une attention permanente. La crainte des soignants, c'est de voir arriver plusieurs patients au même moment et dans l'urgence. Mais face à l'épidémie, au-delà de leur technique et de leurs machines, tous peuvent compter sur un atout majeur, le travail en équipe. La suite de cette enquête de région à la maison, confinement oblige, coronavirus, comment réussir notre sortie du confinement? C'est le thème de ce nouveau numéro. Bonjour François Clapeau, merci Bonjour. de nous avoir rejoints, spécialiste des questions santé à France 3 Limousin. On vient de voir votre reportage tourné avec Andrea Ballot. On va parler ensemble de ce qui nous attend ces prochains mois peut-être pour vivre avec ce virus. Racontez-nous d'abord les conditions de ce tournage. Alors, au début de nos reportages, en mars, les soignants avaient beaucoup de pression parce qu'ils devaient réorganiser l'ensemble des hôpitaux, l'ensemble des services pour prendre en charge le Covid et aussi pour assurer le suivi en sécurité des autres pathologies sans qu'il y ait de contamination. Alors, la mobilisation a été vraiment spectaculaire, notamment à Guéret, on vient de le voir. Ensuite, il y a eu une longue période de stress dans l'attente d'une vague épidémique et les informations qui arrivaient des régions très infectées comme le Grand Est ou l'Île-de-France, elles faisaient vraiment froid dans le dos. On sentait une véritable peur de ce qui pouvait arriver ici. Alors maintenant, on respire, mais évidemment, le risque d'une deuxième vague n'est pas écarté. Et on redoute aussi une vague de pathologies hors Covid qui n'ont pas été prises en charge ces dernières semaines parce que les patients ont évité au maximum de se rendre à l'hôpital pendant l'épidémie. Cette fois, on parle d'infarctus ou d'AVC. Alors avec la fin du confinement, faute de vaccin, le risque c'est une seconde vague de malades du Covid. Alors au moment où on enregistre cette interview fin avril, quelles sont les hypothèses que l'on peut faire de ce scénario de déconfinement ? Alors on voit que le confinement est efficace, il a sauvé des vies, 8000 dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine, selon l'école des hautes études en santé publique. Le problème c'est que du coup, la population n'est pas immunisée, elle n'a pas été suffisamment confrontée au virus. Pour être tranquille, il faut donc attendre la découverte d'un médicament efficace ou d'un vaccin. Et pour bien faire, il faudrait que le confinement se poursuive encore des mois. Mais il faut prendre en compte l'économie du pays, c'est aussi important et c'est ça qui finance le système de santé. Il faut aussi faire avec le ressenti des populations. Psychologiquement, c'est très dur pour tout le monde avec des situations particulièrement sensibles, par exemple les personnes âgées ou les personnes dans la précarité. Alors que faire? On peut faire des hypothèses. Par exemple, selon une étude de l'Institut Pasteur, le taux de contamination est très différent selon les régions et la Nouvelle-Aquitaine est la moins touchée. Alors pourquoi ne pas déconfiner ici plus rapidement qu'ailleurs? Car les hôpitaux ne sont pas surchargés, les équipes soignantes sont moins fatiguées que dans l'Est ou en Île-de-France. Alors on regarde comment ça se passe ici en prenant peu de risques et si le nombre de cas n'augmente pas trop, eh bien, on étend le déconfinement. Alors ça c'était une possibilité. Ce qui est très probable en revanche, c'est qu'après le déconfinement général, il y aura encore du confinement bien individuel. Chaque patient avec des symptômes sera testé.
comme son entourage, pour maîtriser la fameuse chaîne de contamination. Les personnes qui portent le virus et qui peuvent le transmettre sont confinées, même si elles ne sont pas malades. Et tout cela ne s'arrêtera que quand on aura un traitement efficace ou un vaccin. La recherche avance et c'est sûrement elle qui décidera de la fin de la crise. Avant de nous intéresser aux conséquences économiques de cette crise sanitaire en Nouvelle-Aquitaine, j'accueille mon premier invité, Olivier Bouba. Olga, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheur en sciences sociales, spécialiste de la dynamique des territoires et vous enseignez, vous êtes professeur à l'Université de Poitiers. Olivier, vous avez décortiqué notamment la géographie du coronavirus. Quelles sont les conclusions de cette étude inédite ? Alors en France, la première région touchée, ça a été Grand Est. Ensuite, l'Île-de-France aussi est très affectée. Dans les autres régions, l'épidémie est beaucoup moins virulente, beaucoup moins forte. C'est-à-dire que l'épidémie ne se diffuse pas aux autres régions, très peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cas, mais disons des cas beaucoup moins fréquents. Et ça, on peut le voir comme un effet positif du confinement dans chacun des pays. Et là aussi, on peut ainsi expliquer pourquoi la Nouvelle-Aquitaine a été relativement épargnée par le virus. Voilà, en fait, la petite histoire de l'épidémie en France, c'est un rassemblement religieux à Mulhouse, qui est devenu un foyer de contamination important, une diffusion à proximité de l'épidémie, mais grâce aux mesures de confinement, une absence d'extension trop violente à d'autres régions, et notamment à la Nouvelle-Aquitaine, qui est la région la moins touchée de France métropolitaine. Merci Olivier. Alors à cette crise, restez avec nous, à cette crise sanitaire que nous vivons s'ajoute une crise économique et sociale. En France, par exemple, la moitié des petites et moyennes entreprises craignent la faillite, selon la CGPME, le syndicat des petits patrons. L'agriculture va mal aussi. La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe. Alors notre économie peut-elle encaisser ce choc ? En tout cas, pour l'heure, personne ne voit d'issue. Regardez ces témoignages recueillis dans notre région. Troisième région la plus peuplée de France, la Nouvelle-Aquitaine est pourtant l'une des moins affectées par la pandémie de coronavirus. Mais son économie, la troisième du pays, est en revanche profondément touchée par la crise. Début 2020, le blocus sanitaire imposé en Chine pour lutter contre la propagation du Covid-19 perturbe certaines entreprises de la région. Des ventes de viande limousine retardées, des commandes de bouteilles de cognac reportées, des pièces industrielles qui commencent à manquer. Plus d'exportation, plus d'importation. Aujourd'hui, on est à peu près 2 mois qui sont couverts. Si la crise doit continuer et qu'effectivement, soit on ne peut plus fabriquer en Chine, dans notre société sœur ou chez d'autres fournisseurs chinois, soit on ne peut pas expédier vers ici, dans 2 mois, on commencera à avoir des problèmes de manque de composants pour pouvoir livrer nos clients en Europe. Des prémices qui s'amplifient début mars. La propagation du virus ne connaît pas de frontières. La France est touchée. Les hôteliers enregistrent des premiers désistements. Les réservations du printemps et de l'été, qui étaient plutôt bonnes jusqu'à présent, sont en train de baisser sensiblement. Côté touriste, l'heure n'est pourtant pas encore à l'inquiétude. C'est pas quelque chose auquel on a pensé. Là, on se balade, c'est vrai qu'on en entend parler, mais vraiment, ça ne nous est pas du tout venu à l'esprit. À cette époque, l'insouciance demeure, mais plus pour longtemps. Commandeur, s'il vous plaît. 15 mars, minuit, les rideaux tombent sur les bars et restaurants. Fermeture pour une durée indéterminée. Si certains boivent une dernière fois, les restaurateurs s'attendent déjà à trinquer. Chez nous, ce qui est perdu est perdu. On ne remangera pas 2 fois, 3 fois, 4 fois plus demain quand on va réouvrir. Notre chiffre d'affaires, celui qui ne va pas se faire pendant nos jours de fermeture, on ne le retrouvera pas. Comme ces établissements, tous les magasins non indispensables ne rouvriront pas. Le 16 mars, le président de la République impose un confinement à toute la population. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Conséquence immédiate de l'allocution, une ruée dans les supermarchés, razzia sur les produits de première nécessité. Par peur d'une pénurie, les Français font le plein avant de se renfermer. Mais si les grandes surfaces sont prises d'assaut, c'est au détriment des petits commerces de proximité. J'ai rien contre les grandes surfaces, j'y vais aussi moi aussi, il n'y a pas de choix, mais
J'aimerais bien qu'ils ne nous oublient pas, quoi. Voilà, mais moi et tous les autres commerçants qui font l'effort de garder un lien social avec les gens qui sont tout seuls. Allez, approchez, n'ayez pas peur du coronavirus. Malgré les conseils de ce maraîcher, les marchés connaissent eux aussi une baisse d'affluence. À Brive, comme à Périgueux, les mesures prises pour respecter les gestes barrières et la distanciation sociale ne suffisent pas à convaincre la population. Pour certains fidèles, ce commerce à l'air libre reste néanmoins la meilleure opportunité de faire les courses. Ça permet aux gens quand même de s'oxygéner un petit peu. En plus, et puis pour les commerçants, c'est important aussi. L'intervention du Premier ministre ne va pas les rassurer. Le 24 mars, Édouard Philippe annonce la fermeture des marchés de plein air. Ceux couverts, comme celui de Coulonges-sur-l'Autise en Deux-Sèvres, sont maintenus, mais pour combien de temps? Malheureusement, aujourd'hui, c'est peut-être notre dernier marché également, donc la suite, on verra. On ne sait pas sur quel pied danser, chômage partiel, vacances, fermeture, aucune idée. Voilà. Et là, vous avez beaucoup de stock? J'ai une demi-bête dans mon frigo, 250 kilos. Les stocks, c'est à ce moment-là l'un des problèmes majeurs des éleveurs et de certains producteurs de la région. Ici, dans la vallée des Aldudes, au Pays Basque, cette entreprise agroalimentaire se retrouve avec plusieurs centaines de kilos de viande de veau invendue, destinée au marché parisien. Avec la fermeture des restaurants, on a eu la majorité de nos commandes qui ont été annulées le week-end dernier. Donc il faut aujourd'hui trouver un plan B pour notre stock de viande qui était initialement destiné à ces restaurants. En amont, c'est toute une filière qui souffre. En Nouvelle-Aquitaine, près de 24 000 exploitations agricoles sont spécialisées dans l'élevage, plus de 32 000 emplois. Avec la baisse de la restauration hors domicile et commerciale, les fermetures des foires, la diminution de l'activité des abattoirs en manque de personnel, les éleveurs se retrouvent sans solution pour écouler leurs animaux, dont la valeur marchande se déprécie. À Pâques, c'est l'agneau qui n'a pas la cote. Traditionnellement, 130 000 ovins sont vendus à cette époque. La plus forte période d'activité pour la Nouvelle-Aquitaine, qui totalise un quart de la production française. Mais en l'absence de fêtes de famille, confinement oblige, les ventes tardent à décoller. Si on ne les vend pas, on va les faire grossir. Si on les fait grossir, puisque moi je fais du lait, on va avoir 35 brebis à traire en moins. Voilà, donc je vais perdre du lait, je vais perdre du fromage. Autre secteur en souffrance, la production d'asperges déclarée en crise conjoncturelle dès le 21 mars. Leurs ventes s'effondrent au profit des produits de première nécessité. Pour ne pas inonder un faible marché, les industriels demandent aux cultivateurs de limiter leurs récoltes. Dans les Landes, premier département producteur de France avec 850 hectares de culture, certaines exploitations affichent des pertes de l'ordre de 50%. Ça, c'est une asperge qui valait 7-8 € encore le kilo il y a 4-5 jours et aujourd'hui elle vaut 0. C'est un sentiment de dégoût, d'impuissance, c'est des situations qu'on n'a jamais connues, situation de crise grave, très très grave. Des champs des Landes aux vagues de l'Atlantique, la problématique est identique. Maintenant, on va pêcher la sèche sur le plateau d'Étré, devant Étré. Les marins-pêcheurs n'échappent pas à la crise. Parmi les 544 navires de pêche professionnels de la région, rares sont ceux comme ces fileyeurs rochelais qui partent en mer. Et ce jour-là, le rendement n'est pas prolifique. Il y a mieux, puis il y a pire. Mais bon, faut pas se plaindre. On arrive quand même à travailler. Ce n'est pas le cas de tous leurs collègues. Par peur de la maladie, difficile sur un bateau de respecter les gestes barrières. Et pourquoi prendre des risques quand les prix s'effondrent faute de clients? À Saint-Jean-de-Luz, le port tourne au ralenti. La criée est même fermée une semaine du 23 au 29 mars. Une situation inédite, le temps de mettre en place les mesures sanitaires. À la Cotinière sur l'île d'Oléron, 3 criées hebdomadaires sont organisées contre 11 en temps normal. Pas simple pour les professionnels de gagner leur vie. On nous a demandé de continuer à aller à la mer, donc on fait l'effort de le faire, mais c'est pas de gaieté de cœur, quoi. Parce que du poisson qu'on vend 20 € en moyenne, on est rendu à le vendre 12 €, 11 €, 10 €. D'une journée sur l'autre, les prix sont pas les mêmes. Mais après 2 semaines difficiles, l'activité repart. Si certains prix sont toujours bas, d'autres se stabilisent, voire augmentent, comme celui de la sole.
Les armateurs obtiennent un accord de financement des arrêts temporaires de pêche. Les 2500 marins reprennent progressivement la mer. Une bouée de sauvetage pour eux, mais ils ne sont pas les seuls en danger. En avril, 60% des entreprises indiquent avoir fermé temporairement. 7,5% s'avouent menacés d'une cessation d'activité, selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie. À Limoges, cette société du BTP a fermé ses portes dès l'apparition du coronavirus, incapable de garantir la sécurité sanitaire de ses employés. Nous, on se déplace beaucoup, on va sur les chantiers, on croise d'autres entreprises, on a nos clients, nos salariés et les salariés des autres entreprises ont des familles. Enfin, voilà, c'est un vecteur, enfin, ça m'a semblé être un vecteur de diffusion trop important, j'ai pas voulu prendre le risque. Si fin mars, le ministère du Travail incite les professionnels du BTP à reprendre leurs activités, beaucoup préfèrent placer leurs salariés en chômage partiel. Ce dispositif instauré par l'État assure aux employés 84% de leurs revenus nets. En Nouvelle-Aquitaine, mi-avril, 710 673 salariés et 83 786 entreprises y ont recours. C'est le cas de cette métallerie de la Vienne. Pour renflouer sa trésorerie, cette dirigeante actionne un autre levier proposé par le gouvernement. Un prêt de 100 000 € garanti par l'État. J'ai besoin d'argent clairement pour payer mes fournisseurs. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas me mettre en cessation de paiement de mes fournisseurs. Parce que demain, j'aurai besoin d'eux et j'aurai besoin qu'ils me fassent confiance. Donc c'est important pour nous d'honorer nos factures. Donc voilà, donc il y a un moment où entre les deux, ça commence à être compliqué. Compliqué, ça l'est dès le début de la crise pour les patrons qui connaissent une fermeture administrative. Les plats du jour, la carte, d'actualité. Aucune rentrée d'argent, des fournisseurs à payer. Pour eux, une alternative, le fonds de solidarité réservé aux entreprises de moins de 11 salariés. 1 500 € mensuels, maximum. Je me prélève, pour tout vous dire, de prélèvement mensuel 1 500 €, justement. Donc, ça peut me permettre à moi de vivre aussi. À ces mesures, l'État ajoutera une annulation des charges pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration et une aide financière exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants, 1 250 € maximum. Une bouffée d'oxygène, un sursis pour les entreprises les plus menacées de cessation d'activité. Relancer l'économie est une priorité nationale. L'État encourage les entreprises à rouvrir leurs portes. C'est le cas de grands groupes installés dans la région et de certaines moyennes entreprises locales. Non, sans difficulté. Car la priorité, c'est d'assurer la santé des salariés. Sur le pont d'Aquitaine à Bordeaux, ces ouvriers ont repris le travail, mais ils doivent appliquer les mesures mises en place dans un guide de préconisation du BTP paru mi-avril. Chacun a ses outils pour que son matériel reste son matériel, qu'il ne passe pas de main en main. Quand on casse, on ramasse des gravats, là on est obligé de s'habituer à se mettre chacun de son côté. Bien sur les poignées, voilà. Désinfection, kit de protection, cette entreprise de carrosserie de Sévrienne s'adapte aux nouvelles contraintes. Ici, 140 volontaires sur 200 salariés ont retrouvé leurs outils. 3 semaines à la maison, ça commence à être long. Surtout qu'on ne peut pas bouger, Et puis on a l'habitude de travailler régulièrement. Mais ce retour au travail ne se fait pas toujours sans conflit social. À Limoges, plusieurs semaines de négociations sont nécessaires pour que patrons et syndicats de l'usine Legrand trouvent un terrain d'entente. À La Rochelle, des délégués syndicaux CGT de la CEMAT, Société de matériel de collecte et de propreté, dénoncent, eux, un retour sous la contrainte. Aujourd'hui, l'actionnaire dit, moi, les Allemands en Allemagne, ils sont ouverts, chez Faune, c'est ouvert, en Pologne, c'est ouvert, donc maintenant, vous ouvrez. Une reprise progressive pour certaines entreprises, une forte hausse des commandes pour d'autres. Chez Marie-Surgelée, en Vienne et de Sèvres, la direction remet en place une organisation en 3-8 et le travail le samedi matin. Les salariés acceptent, mais demandent le versement de la prime de l'État de 1 000 €. Réponse des dirigeants, peut-être.
Cette crise a des conséquences qu'on n'arrive pas à maîtriser et on ne sait pas dans quel état on va sortir de la crise. Ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de nous engager sur une prime aujourd'hui. L'incertitude demeure. Le virus est toujours là, mais pour combien de temps? Le déconfinement progressif est annoncé pour le 11 mai. Les entreprises vont-elles toutes pouvoir reprendre leurs activités? Les salariés retrouver leur emploi? C'est l'engagement de l'État et des collectivités. Pour limiter la casse économique et sociale, les élus de Nouvelle-Aquitaine ont voté le 10 avril un fonds d'urgence de 73 millions d'euros. 73 millions d'euros pour soutenir les acteurs de la 3e région économique de France. Coronavirus, comment réussir notre sortie de confinement? C'est la question centrale de cette enquête de région. À la maison, confinement oblige. Alors le principal secteur économique de Nouvelle-Aquitaine, devant l'agriculture, devant l'aéronautique, eh bien c'est le tourisme, 140 000 emplois, un secteur à l'arrêt quasi complet. On en parle avec le Bordelais Didier Arinaud. Bonjour Didier Arinaud, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur général de ProTourisme, cabinet spécialiste des études et du conseil dans le tourisme, les loisirs et l'hôtellerie. Didier, concrètement, pourquoi y a-t-il urgence économique pour le secteur aujourd'hui? Alors, au-delà des emplois que vous évoquez, Vincent Dubroca, il y a aussi l'ensemble des acteurs de la région qui dépendent de cette activité touristique. C'est-à-dire les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ne vendent plus leurs huîtres lorsqu'il n'y a pas d'activité touristique. D'une part au travers de la consommation sur place, mais aussi au travers des restaurants. On enregistre, je le précise, cette interview fin avril, juste avant l'annonce des plans pour la restauration et l'hôtellerie. Est-ce qu'on a déjà une perspective aujourd'hui pour la saison estivale? Est-ce qu'on aura une année noire aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine? Alors, ce que l'on voit dans nos études, c'est qu'il y a grosso modo un peu plus d'un tiers des Français qui avaient déjà réservé leurs vacances. Assez peu ont annulé, entre 7 et 10%, ce qui est faible. En revanche, il y a seulement 5% de réservations par rapport à l'an dernier toutes les semaines. Ça veut dire que 95% des flux habituels n'existent pas cette année dans les réservations chez les acteurs pour cette période. Et donc, on va se retrouver avec, à l'évidence, des réservations de dernière minute qui seront déterminantes. Mais ne nous leurrons pas. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui auront peur de partir en vacances. Il y a tous les hypocondriaques, mais il y a aussi les autres qui, pour des raisons de santé, pour des raisons de sécurité, préféreront renoncer aux vacances. Il y a aussi ceux qui ne pourront pas partir faute de budget. Et puis, il y a ceux qui décideront de différer leur séjour ou bien parce qu'ils seront obligés de travailler à cette période de l'année. Donc, il y aura moins de flux. Il y aura aussi moins de capacité d'accueil car les règles seront à l'évidence beaucoup plus contraignantes pour les acteurs du tourisme. Là, il ne s'agit pas de faire une belle saison touristique, faut être clair. Il s'agit de sauver les meubles. Il s'agit de sauver des entreprises, faute de quoi nous aurons des dizaines de milliers de chômeurs en Nouvelle-Aquitaine de plus, avec une incertitude supplémentaire, c'est tous les saisonniers qui aujourd'hui ne sont pas embauchés. Le gouvernement attend trop avant de prendre des décisions, les entreprises vont renoncer, voire certaines des entreprises se diront qu'il vaut mieux ne pas ouvrir du tout plutôt que d'ouvrir dans des conditions compliquées sans être en capacité d'offrir une qualité de service aux clientèles ou tout simplement parce qu'il n'y a plus d'équilibre économique de leur activité. Avant de nous intéresser à cet élan de solidarité qui traverse la Nouvelle-Aquitaine avec cette crise sanitaire, on retrouve à nouveau Olivier Bouba-Olga, économiste, chercheur en sciences sociales, spécialiste de la dynamique des territoires. Olivier, cette crise révèle aussi un besoin de relocalisation finalement de notre production et entre autres pour les masques. Mais notre pays et notre région ont-ils vraiment la capacité industrielle de relocaliser, de diversifier cette production ? Alors, c'est vrai que la question de la relocalisation a refait surface avec cette crise, liée effectivement au constat qu'on a besoin de masques, on n'a plus de masques, parce qu'on s'approvisionne dans un pays qui, au départ, ne pouvait plus produire les masques dont on avait besoin. Alors peut-être il faut faire attention aussi à ne pas croire qu'on va assister à un mouvement massif de relocalisation d'activités en France. La question plus générale qui est posée, je dirais, c'est celle de la géographie des approvisionnements des entreprises et de la puissance publique. Où est-ce qu'on s'approvisionne ? Est-ce qu'on s'approvisionne auprès d'un seul acteur ou plusieurs acteurs ?
et où sont situés ces acteurs. Ce que montre la crise, c'est qu'il peut y avoir danger à confier la fabrication d'un composant ou d'un produit à une seule entreprise dans un seul pays. Donc on a besoin d'une diversification des sources d'approvisionnement, mais ça peut très bien être au profit d'entreprises localisées ailleurs en Europe ou localisées en France. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que les circuits courts peuvent s'imposer comme une évidence après cette crise ? Une évidence, en tout cas, on peut dire c'est une partie de la réponse. C'est quand même les circuits courts, des processus qui commencent à émerger, qui se diffusent, qui se développent. Mon sentiment, c'est que peut-être cette crise sanitaire, à travers ce qu'elle révèle du mode de fonctionnement de notre système économique, va agir comme une espèce d'accélérateur. On se rend bien compte que la géographie des activités économique au sens large, ça ne concerne pas que l'agriculture et l'agroalimentaire, cette géographie-là pose des problèmes et qu'on ne peut plus avoir comme seul objectif de produire à pas cher à l'autre bout de la planète. On a des risques de défaut d'approvisionnement, donc il faut réfléchir à cette géographie des activités économiques et sans doute revenir à des schémas de localisation moins lointains au profit peut-être de localisation en Europe et en France. Restez avec nous, Olivier, on parlera tout à l'heure de l'après-crise et de l'enjeu social. On a évoqué tout à l'heure l'agriculture. La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe. Nos agriculteurs continuent de travailler pendant le confinement. Certains s'en sortent financièrement grâce à la vente directe dopée par la crise. D'autres, en revanche, dénoncent la chute des prix d'achat de leurs produits. Alors que pour les consommateurs, la facture augmente. C'est le cas pour les fruits et légumes, plus 9% en moyenne depuis mars selon l'UFC Que Choisir. Regardez. Ça s'est fait doucement, pas à pas, panier après panier, semaine après semaine, mais aujourd'hui c'est devenu plus visible, plus sensible. Les fruits et légumes coûtent plus cher. La logique, c'est on gère la pénurie ou c'est des effets d'aubaine. L'UFC Que Choisir a scruté à la loupe les produits, les marchés, les revendeurs. Elle a chiffré l'augmentation. Elle n'y a pas trouvé d'arnaque. Il y a des raisons objectives. Il ne faut pas dire systématiquement que les gens sont des malhonnêtes. Il n'y a pas d'une espèce de marché noir qui s'est installé. La grande distribution se ferait-elle du beurre sur les primeurs? Sans doute pas. Car il manque des marchandises étrangères, moins chères, alors que le coût du transport a lui augmenté. Les camions repartent à vide. Chez les producteurs, c'est la récolte qui se complique. Il y a des gens qui n'ont pas le personnel pour récolter. Donc il faut qu'ils trouvent 2 fois plus de monde, déjà efficace, il faut les avoir, quoi. Une demande forte, on fait plus la cuisine, une offre un peu tendue, des marchés désorganisés, les prix montent, forcément. Ça part où? À Lille, au marché d'intérêt national de Lille. En Corrèze, il suit une 50aine de maraîchers, une quinzaine de faiseurs qui fournissent grossistes et centrales d'achat. Le reste, des structures familiales, circuits courts, vente directe. Alors nous, ça change au niveau des quantités vendues. On a moins de clients sur les marchés qu'habituellement. Par contre, on en a un peu plus qui viennent à la maison sur l'exploitation. Et sur le tarif, non? Sur les prix? Non, on n'a pas changé. Il va bien y avoir du puceron pas trop loin. Un petit peu. Quelques pucerons par-ci, quelques virus par-là. Si fruits et légumes sont plus chers, c'est que la filière cherche d'abord comment rester sur pied. Bonjour Jean-Baptiste Moreau, merci d'être avec nous, député La République En Marche de la Creuse et agriculteur. Alors clairement, les prix de vente des produits agricoles ont augmenté, pas les prix d'achat. Les éleveurs, par exemple, sont appelés à ne plus vendre leurs animaux tant qu'on ne leur propose pas un juste prix. Qui se sert au passage? Il y a clairement un problème. Aujourd'hui, la demande en produits français, en produits de qualité notamment, augmente de la part du consommateur, puisqu'il y a quasiment plus d'importations, que ce soit en viande ou en autres produits alimentaires, et quasiment plus d'importations, on fait quasiment que du produit français. Et malgré cette hausse de la demande, le prix de l'offre ne se fait que baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus 20% d'abattage, par exemple, en viande bovine, et on est à moins 10, moins 15, à moins 20 centimes, suivant les catégories, du kilo payé aux agriculteurs. Donc il y a clairement un problème aujourd'hui. Finalement, la grande distribution n'est pas si solidaire que le dit la publicité alors. C'est pour ça que moi je m'élève en faux contre le concert de louanges qui est adressé à la grande distribution. La grande distribution, elle fait le travail qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire qu'elle met à disposition du grand public une alimentation de qualité à des prix tout à fait abordables, mais par contre, elle le fait au détriment de tout le reste de la filière et principalement des producteurs qu'elle étrangle régulièrement au niveau des tarifs. Alors on voit que les enjeux sont vastes.
est variée, mais dans ce contexte et aussi avec une volonté des États de redémarrer au plus vite leur économie, est-ce qu'on peut croire vraiment à une mondialisation plus juste et plus écolo, comme beaucoup de Français le souhaiteraient ? Il faut qu'aujourd'hui, on revoie les règles de l'Organisation mondiale du commerce. On ne peut pas continuer dans un monde où on fait que du dumping fiscal et social et c'est toujours la course au prix le plus bas possible pour l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, elle a un coût et elle doit prendre en compte les enjeux environnementaux. La production agricole doit prendre en compte les enjeux environnementaux, mais elle doit les prendre au niveau mondial. Il faut absolument qu'on arrive à converger au niveau des normes de production, des normes environnementales, sociales et fiscales, déjà au niveau européen, parce qu'on a déjà beaucoup d'écarts au niveau européen, et puis au niveau mondial, il faut revoir les règles de l'Organisation mondiale du commerce, sinon on va au-devant de grandes catastrophes et de faim dans le monde, ce qui entraîne systématiquement des révoltes des populations, et donc une déstabilisation et des risques de guerre. Donc il faut absolument revoir toute cette gouvernance mondiale de l'alimentation. Merci Jean-Baptiste Moreau. Alors l'autre visage de cette crise, visage plus souriant, c'est celui de la solidarité et de l'inventivité. Un élan de générosité traverse notre région pour les personnels hospitaliers, mais pas seulement. Entre voisins, pour celles et ceux à notre service, ou bien seuls ou dans le besoin. Le confinement nous a finalement un peu rapprochés. Alors est-ce un virage dans notre société ? On en parlera avec mon prochain invité. Regardez d'abord ces quelques illustrations de ces moments de solidarité. Il est 20h. Comme tous les soirs, de nombreux Français applaudissent à leurs fenêtres. Ils témoignent par ce simple geste de leur solidarité au personnel soignant et saluent leur dévouement et leur courage dans un combat mené pied à pied contre ce virus venu chambouler nos vies, le Covid-19. Peu après son apparition sur notre territoire, les régions d'Île-de-France et du Grand Est sont très vite débordées. Là encore, la solidarité joue à plein. Les structures hospitalières de Nouvelle-Aquitaine prennent la décision d'accueillir des malades dont l'état de santé permet le transfert. Les premiers patients arrivent le 27 mars. 14h, l'avion du vol sanitaire organisé par le ministère des Armées se pose à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. À l'intérieur, 6 patients en réanimation atteints de Covid-19 en provenance de Mulhouse et Colmar. 3 d'entre eux ont été orientés vers le CHU de Bordeaux, les autres à l'hôpital militaire Robert Picquet. Mais ce dimanche, d'autres patients vont arriver du Grand Est de la France vers la Nouvelle-Aquitaine grâce à 2 trains médicalisés. Un train qui ira de l'Est jusqu'à Poitiers, un train qui ira de l'Est jusqu'à Bordeaux et ensuite Bayonne. Et nous allons accueillir 48 patients supplémentaires dans une dizaine d'établissements publics et privés de toute la Nouvelle-Aquitaine, répartis à peu près équitablement. Dans un deuxième temps, des soignants volontaires de la région Nouvelle-Aquitaine vont aller remplacer leurs collègues du Grand Est, épuisés. Nous avons eu la bonne surprise en quelques heures d'avoir 60 personnes qui sont volontaires. Donc on va constituer des équipes, à la fois quelques urgentistes, quelques anesthésistes réanimateurs, quelques infirmières. Rapidement, dans cette chasse au coronavirus, est pointé du doigt le manque de matériel pour les personnels soignants, notamment les masques qui doivent les protéger du virus. Les réserves de l'État sont vides, des commandes sont passées, mais en attendant, il faut se débrouiller. Nous ne vous donnerons ni le nom de cette entreprise, ni son adresse. Vu le contexte, son responsable ne veut pas prendre le risque d'un braquage ou d'un cambriolage. Toute l'année dans cet atelier, on confectionne des vêtements. Depuis hier, on n'y fabrique plus que des masques de protection contre le coronavirus. On a un savoir-faire qui est important, donc on est sur la base de couture très simple. Mais surtout, tout de suite, les gens se sont portés volontaires pour faire des masques et j'ai sans aucun problème eu des volontaires pour venir travailler. Les caractéristiques de ce masque ont été définies et testées en étroite collaboration avec des scientifiques. Il s'agit d'un masque en tissu, multicouche, conforme aux normes sanitaires. Il peut être nettoyé à la vapeur et réutilisé. Il a plusieurs épaisseurs, il a une enveloppe qui est en 100% coton et il a un filtre à l'intérieur qui est constitué d'un non-tissé, qui arrête les particules microbiennes. Pour l'instant, 600 masques sont produits quotidiennement. L'entreprise espère pouvoir en produire 800 d'ici quelques jours. La solidarité s'exprime aussi en cuisine. À Saint-Jean-d'Illac, près de Bordeaux, des restaurateurs se sont regroupés en association pour préparer et livrer au personnel des établissements de santé des repas qui sont reçus comme autant de cadeaux.
Les cuisines de ce traiteur ne sont pas restées longtemps à l'arrêt. Sous ces masques, des chefs, des restaurateurs que l'envie d'aider démangeait. De l'entrée au dessert, 400 repas sont préparés chaque jour. Dans ce sac, vous allez trouver tout d'abord un dessin d'enfant pour le personnel soignant. Ensuite, en entrée, des œufs mimosa émagrés. En plat, bœuf, haricots verts et poivrons. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas un dessert, mais un morceau de fromage, effectivement, qu'on leur propose. 6 établissements de soins ou EHPAD sont livrés chaque jour. À la polyclinique Bordeaux-Nord, 25 lits sont dédiés à la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les paniers repas représentent une parenthèse enchantée. Bonjour madame, on vous laisse ça là? Merci beaucoup, ils sont super contents. On laisse là? Ben oui, c'est pour la réa, entre autres. Ça nous donne vraiment du courage pour affronter cette période qui est vraiment très très difficile et très stressante pour les soignants. C'est un moment de pause très agréable avec ce cadeau qui leur est fait et vraiment un moment où ils peuvent recharger leur batterie pour partir auprès des patients et recommencer l'autre partie de la journée. Cette aide quotidienne permet aux soignants de tenir dans la durée, car l'épidémie n'est pas prête de s'arrêter. Dans les EHPAD, la situation est difficile aussi pour nos aînés, confinés et privés des visites de leur famille. Là encore, la bienveillance et l'attention du personnel permettent d'apporter des moments d'éclaircie et une solution est trouvée afin de ne pas rompre le lien, la visiocommunication. Dans une des chambres, Hélène, 94 ans, 2 fois par semaine en ligne avec sa fille. Bonjour ma petite maman, bonjour ma petite maman. La mère, la fille, 1 siècle et demi à elles deux, confinées l'une et l'autre, et se voir quand même trop fort. Je vous vois de près là, hein, petit. Si je pouvais vous avoir, je vous amènerais avec moi. Voilà, et nous on voudrait bien t'embrasser, mais on ne peut pas pour le moment. Il y a des émotions qui passent, il y a des gestes qui sont significatifs, il y a des mots qu'elle exprime, qu'elle n'exprimerait pas au téléphone, je pense. Hélène, bien sûr, n'a pas d'ordinateur, c'est Nathalie qui prépare tout. Mais rien qu'aujourd'hui, il serait 10 à vidéo vivre, mieux, revivre. Des personnes, des résidents qui n'ont pas la parole, nous avons mis les familles en face et ça a été que du positif. Maman, tu trouves pas que c'est amusant? Si, c'est amusant, c'est tout. Ou quand échanger peut presque tout changer. Ah oui. Autre témoignage du dévouement des personnels soignants. 18 salariés d'une maison de retraite à Mansle, en Charente, ont décidé de se confiner avec les résidents afin d'éviter l'entrée du virus dans l'établissement. Cela fait maintenant 15 jours que plus personne n'entre ni ne sort dans cette maison de retraite à Mansle. Un autoconfinement accepté par les 18 salariés volontaires qui vivent avec les résidents jour et nuit. Moi, j'avais pas vraiment de contact avec eux, mis à part les dépannages du quotidien. Et là, on vit ensemble maintenant. Donc c'est les repas le midi, c'est les raccompagner le soir dans les chambres. Enfin, donc on parle beaucoup plus. Pour les 59 résidents qui ne sont pas touchés par le virus, ils se sentent aujourd'hui plus en sécurité et sont admiratifs face au dévouement du personnel. Nous avons un lit, un peu de confort. Mais pour le personnel qui couche par terre, c'est très dur. Et moi, je leur tire un grand coup de chapeau. Depuis le début de cette expérience qui ne faisait pas l'unanimité dans le milieu médical, l'initiative a attisé la curiosité de nombreux médias. Toutes les chaînes nationales, on y a eu droit. On a eu le droit aussi à Radio-Canada. On a eu des médias turcs. Et là, hier, on a été contacté par CNN. Ce confinement total va prendre fin dans une semaine. Ensuite, les résidents seront dans l'obligation de rester dans leur chambre et l'ensemble du personnel de porter un masque. Confinement, un mot avec lequel nous vivons maintenant depuis plusieurs semaines. Il nous a pris un peu par surprise le 17 mars dernier et nous avons découvert un nouveau mode de vie. À Dun-le-Palestel, 2 commerces sont encore ouverts. La boucherie, avec des clientes qui attendent sur le pas de la porte, et la boulangerie, qui a pris toutes les mesures de sécurité sanitaire. Je vois que tu as tout sécurisé au sol, là, tu as tout fait dans les règles de l'art. Je sais, ouais. Le maire passe son temps désormais à rassurer les habitants qui n'ont plus le droit d'entrer dans l'hôtel de ville. Le président a parlé de guerre bactériologique, mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment une situation de guerre et on se rend compte, d'ailleurs, on se balade dans la rue, les gens, on se parle de loin, c'est une situation vraiment exceptionnelle. Et puis, il y a nos aînés,
isolés, inquiets eux aussi, qui vivent dans les hameaux environnants. Il faut bien leur apporter à manger. Et c'est un risque, un vrai risque, que prend le personnel d'aide à domicile. On a un peu peur, donc j'ai des gants, du gel, bon, j'ai un masque au cas où. Et puis on essaie de rentrer quand même chez les gens, parce que c'est quand même des personnes âgées. Donc il y en a qui ne peuvent pas se déplacer et tout, mais bon, on va mettre quand même un service en place de glacière ou à la porte. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait peur. Demain, les repas seront déposés devant les maisons. Interdiction d'entrée. Pour autant, le confinement pour tous est impossible. Les sans-domicile fixe n'ont par définition pas de lieu où se mettre en sécurité. À La Rochelle, en Charente-Maritime, la mairie a mis à leur disposition le camping municipal. Ce sont des êtres humains et il était temps que ce camping se mette en place. Parce que c'est vrai que déjà, leur trouver à manger, c'était pas facile. Mais en plus, leur trouver un lieu pour qu'ils puissent être confinés, là, c'était plus dur. C'est aussi depuis le 17 mars qu'il est obligatoire de se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir de chez soi. 1 heure pour se dégourdir les jambes près de son domicile, un peu plus pour aller faire ses courses. Mais par crainte de la contagion ou du gendarme, beaucoup de Français optent pour les drives ou la livraison à domicile. Le succès est exceptionnel. Céline n'a pas attendu le confinement pour livrer des produits locaux et de saison. 12 ans qu'elle dirige Les Paysans du Coin, une plateforme qui met en relation producteurs et consommateurs. Je suis en train de refaire les paniers pour chaque client, donc ceux qui prennent un peu de viande, un peu de légumes, un peu de fruits. Tout est mis dans la cagette pour chacun des clients que je déposerai devant la porte. Céline n'a pas une minute à perdre. Cet après-midi, elle doit effectuer une 50aine de livraisons dans le strict respect des gestes barrières. Bonjour madame. Bonjour. Donc je vous le mets comme d'habitude. Oui, j'ai mis l'argent là-haut. Dans sa camionnette, elle sillonne Périgueux et son agglomération. Bonjour madame, livraison de légumes. Depuis le début du confinement, son activité est en plein essor. Ça n'arrête pas entre le téléphone qui sonne, les commandes affluent, tant mieux. J'ai le double de clients par rapport à d'habitude à livrer. De la ferme à l'assiette, finalement il n'y a que quelques kilomètres. Le jambon, le boudin, le poulet et le fromage. Formidable. Reste à savoir si ce mode de consommation aura toujours le vent en poupe à la fin du confinement. Et parce que la musique adoucit les mœurs et permet de s'évader, des musiciens de l'ONBA, l'Orchestre de l'Opéra de Bordeaux, ont donné un concert dans les jardins de l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Quelques notes contre l'épuisement et le découragement. Une fois n'est pas coutume, les soignants sont aux fenêtres pour applaudir. Rien que pour eux et les patients de cet hôpital bordelais, les solistes de l'Orchestre national de Bordeaux ont posé leur pupitre dans les jardins. Au programme, Bach, Mozart, une parenthèse musicale aussi improbable que bienvenue. Ça fait du bien aussi d'applaudir les autres, c'est bien de s'applaudir tous, c'est un message positif entre tous, donc c'est quand même quelque chose de génial qui se passe aujourd'hui. On s'accorde cette pause, 5 minutes pour écouter de la musique, pour penser à autre chose, pour se laisser emporter. Pour la vingtaine de musiciens présents aujourd'hui, ce tout premier concert depuis le début du confinement, ici dans un hôpital, au plus près des malades et des soignants, a forcément une saveur particulière. On a besoin de donner, on a besoin une fois de plus encore de diffuser des sentiments, des sensations, on a besoin de diffuser certaines choses. Et je pense que c'est un moyen de s'élever, comme toujours, pour tout le monde, de quitter un espace, quitter la maladie pour un peu s'échapper. Bientôt le déconfinement, avec l'espoir que l'étau se desserre. Peut-être retrouverons-nous alors un peu de légèreté, mais surtout, espérons que cette solidarité qui a fleuri ici et là ne se fane pas trop rapidement. Coronavirus, comment réussir notre sortie du confinement? C'est le thème central de cette enquête de région. À la maison, confinement oblige. Pour conclure, on retrouve Olivier Bouba-Olga. Merci d'être resté avec nous. Économiste, chercheur en sciences sociales, professeur à l'université de Poitiers. Olivier, l'élan de solidarité et d'inventivité généré par cette crise peut-il durablement modifier nos comportements et notre société?
cette crise a mis sur le devant de la scène que les premiers de cordée n'étaient peut-être pas ceux qu'on imaginait. Donc là, on loue et on applaudit tous les soirs le personnel soignant, mais aussi les caissières, les éboueurs, etc. Ça me semble quand même être une bonne chose de revenir un peu aux fondamentaux, s'apercevoir qu'on a des personnes qui exercent des métiers qui parfois sont un peu décriés et dont on se rend bien compte qu'ils sont essentiels au vivre ensemble et à notre société. Et n'y a-t-il pas à l'inverse, on va dire, un risque d'un mouvement de radicalisation d'une partie de nos concitoyens à la sortie du confinement ? Il faut absolument se réinterroger parce qu'on voit bien que en cas de crise sanitaire, des crises sanitaires, on en a, alors de cette ampleur-là, on n'en a pas tous les 4 matins, c'est clair, mais toutes les décennies, on a quand même des épidémies qui peuvent se transformer en pandémies. Et donc, c'est des choses qui vont revenir dans le futur. Et donc, il faut mieux s'y préparer. C'est pas un risque de repli sur soi ? Tout est possible. On a à la fois, y compris dans les comportements individuels, on voit bien qu'on a assisté à la fois au pire et au meilleur. Donc on peut avoir à la fois des comportements collaboratifs qui se développent et des comportements plus opportunistes, plus égoïstes. C'est vrai à l'échelle des individus, ça peut être vrai à l'échelle des pays. On sait très bien qu'on a des pays où la tentation protectionniste est très très forte, où le repli sur soi est très très fort, où le coupable est toujours l'étranger, etc. Bon, puis sans doute dans d'autres pays, aller vers des démarches beaucoup plus coopératives. Ça va dépendre à la fois des citoyens et des politiques en charge de l'administration des pays, des régions, des territoires. Presque une page blanche se présente à nous, presque. Merci Olivier Boubalga. Merci bien. L'heure des choix est donc là dans une société bouleversée par un virus présent pour sûrement encore longtemps. La réussite sanitaire de notre déconfinement passera, on l'a vu, par un changement de nos habitudes de vie. La réussite économique de ce déconfinement reste en revanche à ce jour une grande inconnue. Merci de nous avoir suivis pour cette enquête de région à la maison. Rendez-vous sur notre site internet. À bientôt.